toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous gardez le moral. Alors aujourd'hui, nous allons faire science. Alors avant de faire science, je voulais vous informer que j'ai changé un peu de format, vous verrez. J'ai un peu modifié mes vidéos pour les rendre moins compactes et plus safe. Voilà, j'espère que ça ira du coup. Oui, c'est vrai que une demi-heure à lire des articles, ouais, c'est pas passionnant, tu vois. Donc je me suis dit, bon, on va un peu changer, et déjà pour moi, parce que je prends énormément de temps pour monter une vidéo, et donc ça me prend trop de temps, et donc j'avais plus le temps, en fait, de faire ce que je devais faire. Surtout que là, point de vue association, ça va être un peu plus soutenu, ça va pas être que 2 heures par semaine, il faut que je trouve une solution pour que ce soit plus rapide. Voilà, donc vous verrez, il y a quelques petites nouveautés, je vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense. Eh ben nous allons commencer, avec science. Je vous avoue que franchement, j'ai dit je vais arrêter. Oh, c'est bon, ça m'a gonflé, passer autant de temps pour aussi peu de vues. Franchement, c'est de la perte de temps en fait. Et puis après, je dis bon, on va quand même essayer autre chose. On va voir si ça fonctionne. Là sur TikTok, j'ai presque 700 abonnés, donc après je vais pouvoir faire des lives. Alors Card Bunker, je vous le dis, c'est mort. Ils vont fermer, parce que du coup, il n'y a personne qui fait des dons. Et YouTube, je dois être shadow banni, liste noire et tout, parce que c'est pas possible de faire aussi peu de vues. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu ça. Et même la plus pourrie des vidéos, elle fait au moins 100 vues. Moi, je les fais même pas. Donc, je sais que je suis shadow banni, ça c'est sûr. Donc, il reste plus qu'Odyssée, où je fais toujours des vues. Je vais essayer de faire des trucs un peu plus digérables, on va dire. Donc, aujourd'hui, en science, déjà, je vais vous parler de ce que j'ai vu qui était super intéressant, je pense. Donc nous allons commencer par la Chine. Après je vais vous parler dans les brèves des trucs un peu un peu légers, comme d'habitude. Et en vidéo finale, je sais pas du tout. Donc je verrai ce que je trouve. Ah oui, j'ai trouvé. Vous voyez comme quoi, des fois. Et c'est la Chine aussi. Déjà, ce que j'ai vu sur YouTube la chaîne The Land of Shem. Et en fait, il explique que les pyramides, en fait, ça servait de faire du méthane, du gaz, je sais pas quoi en fait. Non mais c'était pas con. Et le mec c'est un physicien ou un truc comme ça, ou un ingénieur, enfin je sais rien, celui qui fait les gaz là, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc il expliquait que oui effectivement la pyramide, elle était construite, bon déjà construire ça pour un tombeau déjà c'est hallucinant. Et en fait il expliquait les chambres, que ça sert à compresser le gaz et tout. Non non franchement bien. Donc après c'est sous-titré, donc moi les sous-titrages c'est pas mon truc. Après j'ai vu des poissons pas si cons sur Arte, et donc il t'expliquait que le poisson, alors ça dépend le poisson, parce que du coup tous les poissons ils ont pas le même don, on va dire, la même prédisposition. Et en fait là c'était le poisson, vous savez, qui crache sur l'insecte pour le faire tomber dans l'eau. Et il arrive à reconnaître les visages de face et de profil sur une photo. Et les poissons ils parlent. Voilà, je tape la discute. Ah ouais, comment tu vas? Et toi, ça va? Alors, l'eau, ouais, elle s'est un peu réchauffée ces derniers temps. Ouais, ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Voilà. Et j'ai regardé le bénéfice de la nature. Et donc, la fille, c'était une écologue. Et elle disait qu'elle adorait se mettre au bord de la rivière et regarder la rivière, en fait. Et c'est vrai que je faisais ça quand j'étais petite. Et en fait, quand tu fais ça, jardiner, tu vois, promener dans la forêt et tout, que tu regardes la nature, que tu t'intéresses, c'est sûr, parce que si tu traverses la forêt, mais que tu es sur ton portable, je veux dire, bon, elle disait, ça te permet de décompresser ton cerveau, tu vois, de déstresser en fait. Et c'est vrai, moi j'adore faire du jardinage parce que je suis là, je regarde la plante, je regarde les feuilles, je me dis putain, tu as vu comment elle a poussé la feuille là? Vous savez que je suis un peu space moi. Et c'est vrai que ça te repose le cerveau en fait de faire du jardinage, de regarder de penser qu'à ça. Donc elle expliquait ça. Non, très intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu, on va dire, de scientifique. Et donc, on va passer sur de la Chine. Donc la dernière fois, je vous avais fait la vidéo où je vous parlais de la ceinture verte, là, qu'ils avaient créé. Et en fait, donc là, c'est un article, donc c'est frenchpeople.cn. Donc je me doute que ça doit venir de Chine. Donc ils expliquent qu'en fait, la Chine est le plus grand contributeur au verdissement de la Terre. Voilà. Un quart des nouvelles zones vertes de la planète viennent de Chine. Une étude publiée récemment par la NASA a suscité des débats animés. Oh bah oui, oh non, pas les Chinois, attends. En effet, environ un quart de la superficie totale des zones vertes ajoutées dans le monde de 2000 à 2017 viennent de Chine, faisant de la contribution de celle-ci en la matière la première dans le monde. Bon, après, c'est tout chinois, c'est sûr qu'ils vont pas dire que c'est les derniers. Le journaliste du Quotidien du Peuple a appris du Bureau national des forêts et des pâturages qu'au cours des 20 dernières années, la superficie et les stocks forestiers de la Chine ont enregistré une croissance à 2 chiffres.
faisant du pays celui où la croissance des ressources forestières a été la plus importante dans le monde. Les résultats du 8e inventaire national des ressources forestières ont d'ailleurs montré que la superficie forestière de la Chine atteint 208 millions d'hectares, l'accumulation forestière 15,137 milliards de mètres cubes et le taux de couverture forestière 21%. Alors, sachant que dans la Chine, il y a beaucoup de déserts, il y a beaucoup de relief, j'allais dire de montagnes, de relief. Au cours des 20 dernières années, les ressources forestières et les pâturages de la Chine ont connu une forte croissance grâce à la mise en œuvre en profondeur de projets clés. La Chine a procédé à la plantation volontaire d'arbres, fermement encouragé le verdissement ministériel et le boisement social et renforcé sans cesse la protection écologique des prairies. Ouais, là ça va, protection écologique, on est bon. Mais alors, boisement social et verdissement ministériel, non, je vous jure, ils vous inventent des mots maintenant. La superficie nationale des forêts plantées a atteint 1,18 milliard de mus. Ce qui la place au premier rang mondial, et la superficie totale des prairies a atteint près de 6 milliards de mus, ce qui correspond à une couverture végétale globale de 55,3%. La Chine est donc devenue plus verte et les projets clés ont joué un rôle important. Depuis le lancement du projet de restitution des terres agricoles aux forêts, 447 millions de mus de forêts ont été plantés, le taux de couverture forestière des zones de projet a augmenté de 3,6 points de pourcentage en moyenne, et depuis la mise en œuvre du projet de protection des forêts naturelles, il y a 20 ans, 19,44 millions de mus de forêts naturelles sont efficacement protégés. Non, vraiment, alors ce Xi Jinping, ça c'est un peu, tu vois, on va dire Saddam Hussein, hein, d'accord, parce que même qu'on l'aimait pas, que c'était un dictateur, hein, puisqu'on dit chinois c'est un dictateur, hein. Oui, d'accord, ok, c'est peut-être des dictateurs, ok, peut-être tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, mais en tout cas, ils font pour leur pays, parce que moi je sais qu'en Irak, avant, il y avait la plus grande université de je sais pas quoi. Tout le monde voulait aller en Irak pour faire ses études. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont fait tomber Saddam Hussein, ils l'ont détruit. La lutte contre les sources de vent de sable et la désertification rocheuse dans les régions de Beijing, Tianjin. Et la reconstitution des zones humides. Eh ouais, c'est ça. Eh ouais, mais ils sont pas cons. Eh ouais, parce qu'eux, en fait, ils veulent des pépettes. Ils se disent, tiens, là, c'est un désert. Eh ben, il nous manque quoi? Il nous manque ça, à planter. Ouais, on peut produire ça, machin et tout, avec le désert. Hop, et ils te font des plantations. Et ça leur rapporte des pépettes. La superficie nationale de désertification et d'ensablement a été divisée par 2, passant d'une superficie moyenne de 3436 km² en plus par an à la fin des années 90 à une réduction moyenne de 1000 km² par an. C'est bien. Réalisant une transformation historique d'une situation, le sable avance, les gens reculent. On est passé à la situation, les espaces verts avancent, le sable recule. Voilà. Donc, on continue avec la Chine. Futura, la Chine déclenche une révolution technologique, ses puces sans silicium pourraient changer l'histoire de l'informatique. Alors nous on en est à se dire putain il faut faire des guerres pour pouvoir envahir des pays, pour pouvoir posséder des terres rares, pour pouvoir faire des puces qu'on ne peut pas faire, donc on les fait faire par les autres pour faire les voitures électriques, etc., etc. Et eux, ils se disent non, on va trouver une autre solution. Pourquoi on créerait pas des puces sans silicium? Comme ça, on se fait plus chier, tu vois. Ah ouais, on s'emmerde plus là, on va plus chercher les terres rares, recreuser les terres. Non, ça va être nickel chrome. Voilà, c'est ça qu'on n'a pas nous. Tu vois, l'anticipation, le truc de la réflexion, on l'a plus. Ils l'ont. Est-ce que la Chine vient de trouver la solution pour se passer du silicium dans les puces et s'affranchir des technologies américaines? L'université de Pékin vient de mettre au point une puce révolutionnaire 40% plus puissante et plus économe en énergie que les meilleurs processeurs du moment. C'est magnifique. Les sanctions contre la Chine en matière de fourniture de processeurs américains n'ont pas vraiment eu l'effet escompté. Et ouais. Donc là, on leur a fait des sanctions. Les mecs, ils réfléchissent. Ils se disent, bon, on peut pas faire ça. C'est un peu comme moi. Les Chinois, je suis un peu comme une Chinoise, moi, tu vois. Donc je réfléchis, je me dis, bon, je peux pas faire comme ça. Est-ce que je peux pas faire autrement? Non, nous, en Europe, c'est bon, ils peuvent pas faire comme ça, ils sont morts. Tout comme le bannissement de l'utilisation de versions commerciales d'Android a eu pour conséquence l'arrivée d'Harmony OS, le système d'exploitation fait maison d'Huawei. Oh ben oui, elle a même décidé d'interdire l'utilisation des processeurs Intel et AMD. Oh, dans les ordinateurs et serveurs gouvernementaux. Alors là, par contre, les Chinois, ils sont beaucoup. Ils sont 1 milliard et quelques, tu vois. Donc là, tu perds un gros marché, là. Elle est également parvenue à produire des processeurs plus performants que ceux de Nvidia pour ses IA souveraines. Oui. Non, parce que eux, c'est vraiment de la souveraineté. Tu vois, c'est pas de la souveraineté européenne. Transistor bidimensionnel. Oh, bon, écoute.
avec des puces totalement dénuées de silicium. Et c'est une première. Ah bah oui, la puce serait la plus puissante, la plus efficace et économe en énergie du monde selon son équipe de développement. Alors, si ça fait comme Pfizer, alors que les puces en silicium plafonnent autour des 3 nanomètres en raison des limites physiques, le transistor bidimensionnel chinois s'affranchit de ces contraintes. Plutôt que du silicium, l'équipe de l'université de Pékin a conçu sa puce en utilisant de l'oxysélénure de bismuth. C'est pas le truc de Sarkozy, ça? Bi2O2SE pour le canal et de l'oxyde de sélénite de bismuth, Bi2SeO5, comme matériaux de grille. Ces matériaux forment des semi-conducteurs bidimensionnels, des feuilles, je vous mettrai la photo ici, des feuilles d'une finesse atomique aux propriétés électriques exceptionnelles, une haute vitesse de transit des électrons. Il est également capable de retenir et de contrôler la charge d'énergie la plus efficacement. In fine, la commutation est plus rapide, il n'y a pas de risque de surchauffe et les pertes d'énergie sont minimisées. Ouais, fait le top, quoi. Ouais, bon, alors, moi, j'y comprends rien, hein. Celui qui le voit, peut-être il comprendra. Comme de l'eau coulant dans un tuyau lisse. En bonus, comme l'interface entre les deux matériaux est plus lisse, il y a moins de défauts et de bruit électrique. Pour ce qui est des résultats relevés par l'équipe, la puce fonctionnerait 40% plus rapidement que les architectures en silicium les plus avancées à 3 nanomètres. La consommation serait de 10% inférieure. Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est là que tu vois que, comme j'ai dit, la guerre du feu et Star Trek. Tu vois, voilà, on en est là. Parce que c'est là que tu vois l'ego surdimensionné, surestimé des Européens, des Occidentaux. Enfin, je suis là, et après comme ça, on passe au bref. Ouais, vous avez vu, ça a été rapide. Futura, le volume de glace de l'Antarctique augmente. Une réfutation du réchauffement climatique. Donc là, ça va être, peut-être, pas sûr. Ah, je sais pas. C'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce que tu vois. Ah oui, non. On explique régulièrement que le réchauffement climatique fait fondre les calottes polaires et donc fait diminuer les volumes de glace sur les terres émergées, notamment l'Antarctique et le Groenland, tout en contribuant à faire monter le niveau des océans 0,9 mm. Mais alors que conclure de la découverte annoncée d'une augmentation du volume de la glace depuis quelques années en Antarctique, cela contredit-il les thèses du GIEC sur le réchauffement climatique? Bande de complotistes. Ah ouais, non mais, climato-dénialistes. Vous avez peut-être vu récemment plusieurs articles passés, dont un de Futura expliquant qu'avec une certaine surprise, des géophysiciens utilisant des mesures du champ de gravité de la Terre ont constaté via le satellite GRACE depuis 2002 que si la masse de glace de l'Antarctique diminuait bien depuis le début des mesures avec ces satellites depuis quelques décennies, elle avait augmenté de nouveau de 2021 à 2023. Ils avancent par exemple qu'il pourrait s'agir de processus en rapport avec l'activité du Soleil. Pas possible, ou des mécanismes terrestres mal compris, c'est sûr, que négligeraient les modèles climatiques sur lesquels les membres du GIEC se basent, voire des erreurs de mesure ou carrément en niant l'effet de serre. Des Nobel ignorants en climatologie. Ignorant. C'est pas ignorant, c'est ignorant. Ça veut dire quoi? Ah oui, parce qu'il faut avoir des compétences en sciences du climat. D'accord. Ah, il y a des géophysiciens du climat. Cosmologiste astrophysicien Fred Hoyle, qui n'a jamais accepté la théorie du Big Bang. Ben ouais, parce que c'est une théorie. Donc tu n'es pas obligé de l'accepter, tu vois, tu peux la modifier en fait. C'est que quand c'est une preuve que tu peux plus rien faire, parce que c'est prouvé. Donc c'est une théorie, qui restera à jamais théorie. Harold Jeffreys, pape de la géophysique interne de la première moitié du XXe siècle, qui lui niera également jusqu'au bout l'existence de la dérive des continents. Peut-être c'est lui alors. Qu'il y en avait un qui avait dit que la Terre c'est comme un ballon en fait. Et en fait, c'est pas les continents qui dérivent, c'est qu'avant elle était plus petite, en fait, et elle a gonflé. Donc volcanisme, je ne sais rien, enfin bon. Donc elle a pris du volume, et en fait, donc elle s'est étirée. Alors donc ils montraient un ballon dégonflé, avec les continents et tout, ce qu'ils appelaient à l'époque la Pangée, donc avec les continents et tout tous collés. Et en fait, ils gonflent le ballon, et tu vois que oui, effectivement, les continents ils s'étirent. Le ballon, la forme, est peut-être pas correcte, parce que du coup voilà, mais tu vois bien que ça s'étire, comme là maintenant. Ils te disent que ça a dérivé, mais non, peut-être que la Terre était vachement plus petite. Entre 2002 et 2023, bien que l'Antarctique avait perdu environ 150 gigatonnes de glace par an, une gigatonne, c'est la masse d'un kilomètre cube d'eau, contribuant à une élévation du niveau de la mer de 0,4 mm par an, une augmentation du volume de glace était finalement produite. Mais il était expliqué également que le Groenland avait perdu environ 270 gigatonnes de glace par an,
contribuant à une élévation du niveau de la mer de 0,8 millimètres, pardon. 0,8 mm par an. Mais peut-être que c'est un système, beaucoup de glace en haut, pas beaucoup de glace en bas. Beaucoup de glace en bas, pas beaucoup de glace en haut. Tu vois? Je vais essayer de vous mettre la vidéo, parce que là, elle ne va pas sortir, donc je peux pas voir, mais je pense que sur l'ordinateur, on l'aura. Donc, il vous explique que les zones orange et rouge indiquent les zones ayant perdu de la masse de glace, tandis que les zones bleu clair indiquent les zones ayant gagné de la masse de glace. Le blanc indique les zones où la masse de glace a peu ou pas changé depuis 2002. On constate bien une augmentation de la couverture glaciaire en certaines parties de l'Antarctique, mais d'autres continuent à fondre. Au final, le bilan depuis quelques années soit une augmentation du volume de glace. Voilà. Toutefois, ah oui, non, attends. Depuis donc au moins un an, la communauté mondiale n'a visiblement pas considéré que cela contredisait les conclusions déjà atteintes par le... Ah ben non, attends, oh. Allez, et maintenant on passe au bref. Une fois, j'étais allée sur Wikipédia et j'avais tapé, je crois que c'était Wikipédia, et j'avais tapé toutes les théories. Et en fait, j'avais tapé ça dans Google, toutes les théories qui existent. J'étais allée sur Wikipédia et en fait, il y avait, encore c'était un répertoire avec tout l'alphabet. Et à l'intérieur, tu avais, par exemple, comme là, qui parle de la mitose. C'est pas la mycose. C'est pas pareil. C'est la mitose. La mitose, par exemple, c'est AM. Et vous disiez toutes les théories qu'il y avait en fait. Et donc une théorie, c'est pas prouvé. On est ok. Et en fait, il y avait plein de théories qu'en fait, ils nous expliquent, comme là, la mitose. Et ben en fait, ils le savent pas. En fait, vous voyez, ils vous expliquent le truc, mais ils savent pas comment ça fonctionne. C'est une théorie, en fait. Ils peuvent pas te dire pourquoi à un moment donné ça se sépare. Qu'est-ce qui fait que ça se sépare? Et là, ça parle de la mitose et non pas de la mycose. Alors, Science Post, mitose, une découverte inattendue remet en cause un principe enseigné depuis 100 ans. Et ça pourrait tout changer. Eh ouais, non mais c'est sûr. Voilà, franchement, j'ai pas trop compris, hein, leur système de rond, ovale, fait bon. Leurs travaux révèlent un phénomène inattendu, la division isomorphe. Contrairement à la division dite canonique, où la cellule mère adopte une forme sphérique avant la mitose, certaines cellules gardent leur morphologie initiale. Souvent allongées, donnent naissance à deux cellules filles différentes, aussi bien en forme qu'en fonction. Une découverte qui change notre compréhension de la formation des tissus et peut-être à terme du cancer. Oui, alors, ils mettent tout au tissu. Voilà. Les cellules doivent constamment se réorganiser pour créer des tissus complexes, mais au lieu de s'arrondir pour se diviser de façon parfaitement symétrique, certaines cellules conservent leur forme initiale, ce qui influence directement la morphologie et la fonction des cellules filles. Si vous voulez, parce qu'il est long, si vous voulez plus de détails, vous y allez dessus. Et là, du coup, on passe aux pyramides internautes. Les pyramides ont été construites avec une machinerie géniale, la découverte de chercheurs français. Et ouais, parce qu'ils voient que ça fonctionne pas, leur truc de rondelles de bois, de boucles de pierre, tu vois, ils le voient. Et en vérité, c'est un déni, vous voyez, c'est pas un déni. Ils le savent que ça peut pas fonctionner, le truc, tu vois. Mais non, ils peuvent pas imaginer qu'il y avait avant nous peut-être une civilisation hyper avancée, malgré qu'ils n'utilisent pas. Enfin, après, ils peuvent utiliser du fer, tu vois, mais si c'était il y a 100 000 ans, par exemple, tu vois, le fer, ce flottait, il a disparu. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il reste plus que la pierre. Tu vois, le bois, tout ça, ça disparaît, ça brûle, ça s'oxyde, donc tu peux récupérer que la pierre. Donc, effectivement, là, ils sont emmerdés, parce que comment expliquer le truc? Alors, par contre, j'ai pas compris leur explication, mais bon. Les Égyptiens auraient utilisé un système avant-gardiste pour bâtir les pyramides selon une récente étude. Elle est remarquable par ses 62 mètres de haut, ainsi que ses 11 millions de pierres. Non. 11 millions. 11 millions. On est ok. Plus ce qu'ils ont creusé à l'intérieur. Non, du coup, voilà. Alors ça, c'est Saqqara. Hein, d'accord, ok. Un système utilisant l'énergie hydraulique qui a permis un tel exploit. Ah ben oui, la structure voisine de la pyramide appelée enceinte de Gir el-Mudir pourrait en effet avoir servi de barrage de retenue. Alors voilà, il t'explique qu'ils remplissent l'eau et que les blocs ils flottent. Enfin non, que ça permet de les soulever plus facilement. Oui d'accord, mais pour aller jusqu'au haut de la pyramide, tu fais comment? Tu vois ce que je veux te dire? Le bas, pourquoi pas? D'accord, construire une pyramide, creuser tout autour, la remplir d'eau et tu vas la monter. J'ai pas compris. Et après, comment tu vides de l'eau? Donc voilà, c'était compliqué. Hein. Donc si vous voulez savoir de quoi il parle, eh ben écoutez, vous y allez. Hein. Non, parce que vraiment, c'était pas évident. Alors, il te l'explique, ok, mais quand tu imagines le truc, tu te dis non, il y a un problème.
Celle-là, elle m'a fait rire. Non, parce que je vous ai pris quand même des petits trucs rigolos. Les numériques. Helium 3, une start-up veut miner la Lune pour révolutionner la fusion nucléaire et l'informatique quantique. La start-up Interlune. En ligne de mire, le retour d'une première cargaison sur Terre dès 2029. Non, et c'est sûr. Truc de fou que je ne savais pas. Comme quoi, sur ma chaîne, vous entendrez parler de choses qui ne parlent pas sur d'autres chaînes. C'est pour ça que c'est super intéressant de m'écouter. Je comprends pas pourquoi j'ai pas de succès en fait. Géo, extraire de l'uranium de l'eau de mer à moindre coût, la méthode révolutionnaire de l'université de Yunnan. Des chercheurs chinois ont développé une méthode électrochimique innovante et économique pour extraire l'uranium de l'eau de mer. En utilisant 2 électrodes en cuivre, ce dispositif particulièrement efficace concurrence sérieusement les processus classiques d'extraction. Et vous savez, sur la chaîne TEV ici Japon, que je vous avais dit, ben, le mec il est allé à Fukushima avec son côté frigigère là, et ben il n'y a plus rien, il n'y a plus de radioactivité, il n'y a plus rien. Il a dit, il est allé à côté des terres, vous savez qu'ils ont enlevé, qu'ils ont gratté, parce qu'ils ont gratté toute la terre. Non, il faut voir le truc. Ils ont gratté toute la terre, se disant contaminée, et en fait ils l'ont mis sous des bâches. Et ben il est à côté, et en fait il rayait sur la terre, et comme radiation normale. Non, moi je vous dis, il y a un problème. Alors, c'est l'isotope uranium 235. Les océans contiennent 4,5 milliards de tonnes d'uranium. Bien que très diluée, cette quantité est 1000 fois supérieure à celle disponible dans les carrières terrestres. Ben, c'est-à-dire avec tout ce qu'ils y ont balancé aussi, entre les essais nucléaires, et carrément les containers d'uranium et tout, fait des produits radioactifs qu'ils ont dû balancer, je te dire, Fukushima, un dispositif efficace à 100%, pour attirer et piéger les ions d'uranium grâce à un champ électrique. Oui, mais tu le mets dans l'eau. L'eau, c'est pas un conducteur d'électricité. Il faut rentrer de l'eau de mer, ils ferment, ils électrifient, ils récupèrent le truc et il faut sortir l'eau. 40 minutes. 100% et normalement c'est 10%. Et en plus c'est pas cher. Je sais même pas ce qu'ils font à l'océan. Et après ils viennent nous expliquer que c'est nous qu'on est en train de tout détruire. Je sais pas ce qu'ils foutent avec notre planète. Et on va terminer. Parce que les mecs ils ont pas assez froid. Non mais. Comment des climatologues britanniques veulent refroidir la Terre, une initiative controversée. Je t'explique, au nord il fait froid. On veut pas que ça soit plus froid, tu vois ce que je veux te dire. Le Royaume-Uni veut lancer des expérimentations de géo-ingénierie solaire pour baisser la température sur la planète. Alors surtout qu'ils sont en train de les interdire dans plein d'états américains, les largages par les avions. Une agence officielle baptisée ARIA va consacrer l'équivalent de 67 millions d'euros pour plancher sur la technique de géo-ingénierie solaire. Il s'agit d'injecter vers 20 km d'altitude des particules du soufre et de la calcite qui bloquerait une partie des rayons du soleil pour refroidir l'atmosphère. Ils le savent que ça se déplace, fait que ça va pas rester au-dessus de là où ils l'ont balancé. Non, parce que 20 kg à l'échelle, tout ça pour 67 millions, quoi. Non, mais lol, c'est surtout le prix qui bloquerait une partie de... Oui, mais d'accord. Comme un parasol. Ah ouais, non, ils vont mettre un parasol. Ah ouais, ils vont mettre un parasol géant au-dessus. Non, mais... non, je rigole, je suis obligée, attendez. Non, c'est pas rigolo. Vraiment, c'est pas rigolo. Non, mais c'est rigolo quand même. Des conséquences possibles sur le climat. Non, tu vas surtout nous empoisonner, ça c'est sûr. Beaucoup de chercheurs dans le monde font déjà des simulations informatiques de cette manipulation. Ce qui est audacieux ici, c'est que les Britanniques voudraient la tester dans le monde réel. À toute petite échelle, bien sûr. Oui, non mais d'accord. Ah, les mecs, ils sont pires que ceux de la Terre plate. Carrément, ils ont une dôme au-dessus de l'Angleterre. Ah ouais, non, mais c'est une décision très sulfureuse. Ah ouais, c'est sûr. Avec du soufre. Et ouais, détruire une partie de la couche de l'homme. Ça va, c'est pas grave. Une boîte de Pandore, ça fait longtemps qu'elle est ouverte, la boîte de Pandore. Non, mais voilà, je voulais finir sur ça là, parce que c'est la rigolote quand même. 20 kilos, moi je croyais que, je sais pas, 1 tonne, 2 tonnes, tu vois, à la rigueur. Non, 20 kilogrammes dans l'atmosphère, au Royaume-Uni, pour faire un parasol. Non, mais imagine le mec. Et il bouge pas. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de turbulence, non, il reste là. Tu vois, au-dessus de... Pour refroidir l'Angleterre. Et je suppose, parce que 20 kg, voilà. Eh ben écoutez, j'ai fini pour les brèves. Et du coup, on va passer à la vidéo finale. Alors, vidéo finale, vidéo sur la Chine, sur ceux qu'ils ont inventé, hein, encore, pour pas changer, parce que très inventif. Nos géos trouvent tout, mon Dieu, hein, voilà. Vidéo sur la Chine, c'est ce qu'ils ont inventé encore. Oubliez les panneaux photovoltaïques. La Chine a encore une longueur d'avance, et elle nous le prouve une fois de plus. Au lieu d'ajouter des panneaux solaires après la construction de la maison,
Les Chinois ont intégré directement la technologie dans les tuiles qui recouvrent le toit. Ce système de tuiles photovoltaïques permet de capter l'énergie solaire sans ajouter d'éléments extérieurs, ce qui permet d'optimiser l'esthétique et l'efficacité du bâtiment. L'un des principaux avantages est qu'il utilise l'intégralité de la surface du toit, sans perte d'espace. Les tuiles sont discrètes et offrent une couverture parfaite tout en produisant de l'électricité. Cette technologie ne cesse de croître et d'évoluer avec une adoption de plus en plus large, notamment dans les projets de construction écologique. Bon ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, petite modification là cette semaine, vous allez voir la vidéo qui suit, est un peu, voilà, une nouvelle. Hein. Donc j'espère que le format va vous plaire. Et d'ici mes prochaines vidéos, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.